transmis. Avant de donner la parole à notre conférencière, Sivan Ish, permettez-moi de vous la présenter brièvement. Alors, Sivan, elle est professeure titulaire à la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université Laval. Sivan s'intéresse à la prise en compte de la diversité dans les pratiques enseignantes et le milieu scolaire en général. Ses travaux portent particulièrement sur l'enseignement des thèmes sensibles aux différents niveaux scolaires en abordant les dimensions éthiques, sociales, politiques et pédagogiques de ces thèmes. Elle a publié plusieurs articles et chapitres sur ce sujet et élaboré des guides pédagogiques pour soutenir le personnel dans son traitement de thèmes sensibles en général ou sur l'enseignement, dont par exemple un guide sur l'appropriation culturelle en art, un guide comprenant un ensemble de fiches sur l'enseignement de la diversité ethnoculturelle en classe et un guide de soutien pédagogique sur le thème des génocides. Sivan, elle ne l'avait pas mis dans son texte, mais elle anime aussi des ateliers auprès de certains départements dans les collèges. Alors, vous n'avez qu'à la contacter si vous êtes intéressé par ce sujet-là. Maintenant, je souhaite la parole à notre conférencière et je vous souhaite un beau webinaire, mesdames, messieurs. Merci, Nicole. Merci pour l'invitation et me permettre de développer ces idées avec vous aujourd'hui. Je vais essayer de partager mon écran également. Ça fonctionne. On voit la bonne affaire. Je vais vous présenter comme ça avec les documents. J'essaie de mettre OK. Avec les documents, pas tout à fait en plein écran, presque en plein écran, pour vous permettre éventuellement de montrer aussi les documents pertinents qu'on pourrait retrouver. Je voudrais aussi dire, pour commencer, on ajoute à ce que disait Nicole, que tout au long de la présentation, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des propositions, des sujets sensibles que vous avez rencontrés en classe, des exemples, ou poser des questions. Je vous laisserai un moment de poser des questions au milieu du webinaire et à la fin, évidemment aussi. Mais éventuellement, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas. Puis Nicole, qui suit les clavardages, va m'arrêter au besoin pour qu'on s'arrête plus particulièrement sur un des éléments, parce que c'est dommage de passer toute la présentation jusqu'à la fin avec une question qui nous dérange dès le début. Donc, n'hésitez surtout pas. J'ai proposé pour aujourd'hui de discuter avec vous de comment on fait, on enseigne, on utilise les thèmes sensibles en enseignement. Et en fait, je me base sur la question, sur un projet de recherche que j'ai fait avec des professeurs universitaires, et donc pas forcément des professeurs au cégep. Puis vous allez voir que les réflexions sont très pertinentes, je pense, pour vos contextes collégiaux. Et donc, je me base sur ce projet-là qui était un projet, en fait, des récits de pratique, ce qu'on appelle, et je vais revenir un peu là-dessus sur c'est quoi les récits de pratique, c'est quoi la méthodologie. Je vais vous présenter comment se présentent les thèmes sensibles dans les récits de ces professeurs d'université et je vais vous proposer aussi quelques réflexions sur la formation pour développer une pensée critique, mais je vais commencer évidemment par la définition, c'est quoi les thèmes sensibles en enseignement et pourquoi j'en parle dans ces termes-là. Et donc, ce sera à partir de cette définition que je vais vous inviter aussi éventuellement de poser des questions. Donc, ces contextes d'études, donc les thèmes sensibles, nous les avons définis avec ma collègue Sabrina Moisin à partir d'une recherche d'abord qu'on a faite avec des enseignants et enseignantes du secondaire. Et on est allé leur demander, en fait, c'est quoi les thèmes sensibles pour vous? Qu'est-ce qui fait que ces thèmes sont sensibles dans votre pratique? Et ce qu'ils nous ont dit, évidemment, quand on a ramassé toutes les réponses ensemble, et ce qu'ils nous ont dit, c'est que les thèmes sensibles sont des objets difficiles de savoir, mobilisant des valeurs et des représentations sociales qui sont complexes et multifacettes, parce qu'ils concernent les manières de vivre en société dans un contexte scolaire pluriel où il n'est pas toujours possible de jouir d'un consensus. En s'imposant en classe, souvent de manière inopinée, ils peuvent remettre en question les status quo par leur fort potentiel subversif.
C'est une grosse définition, puis je vais la décortiquer avec vous, mais en lisant cette définition ensemble, en regardant ça, quand vous êtes inscrit à ce webinaire-là, vous avez déjà eu probablement des idées sur des thèmes qui sont sensibles pour vous. Donc, je vous invite à réfléchir à ces thèmes quand on décortique un peu la définition. Et vous allez voir, j'espère que ça va vous aider un peu à mieux comprendre à la fois votre thème sensible et ma définition. Donc, si je reviens sur les différents éléments maintenant, donc quand on dit qu'un thème sensible, c'est un objet difficile de savoir, c'est en faisant référence à cette idée que certains savoirs sont inconfortables, qu'on essaie de les éviter, qu'on aimerait en fait ne pas savoir. C'est ça les concepts d'objets difficiles de savoir. Et en fait, à ce moment-là, ça devient un défi pour l'enseignement parce que on va essayer de se protéger en écoutant parler de ce thème-là. Quand on dit que ce thème mobilise des valeurs et des représentations sociales, on fait référence non seulement aux valeurs et représentations sociales de nos élèves ou de nos étudiants, quand c'est à l'école, je dis souvent aussi, et de leurs parents. C'est aussi vrai probablement chez nos jeunes étudiants au cégep et à l'université, au bac surtout. Mais c'est aussi nos valeurs et nos représentations sociales qui sont concernées. Puis, je vais vous donner des exemples dans un instant, mais vous pouvez déjà essayer de voir dans les thèmes que vous pouvez identifier par vous-même, quelles sont les valeurs, les représentations sociales qui sont concernées. Quand on dit qu'elles sont complexes et multifacettes, on fait référence au fait on ne peut pas définir ces thèmes en une seconde. On doit prendre le temps d'exposer les différents aspects qui concernent ces thèmes pour bien les comprendre, ce qui veut dire que ça nécessite du temps, mais ça nécessite aussi une certaine expertise à développer. Souvent, nous, on est experts dans un domaine, voire deux. On est intéressé particulièrement par certains sujets. Puis ces thèmes-là nous obligent un peu d'aller au-delà de ce qui est la discipline ou les domaines dans lesquels on est à l'aise déjà. Quand on dit qu'il concerne des manières de vivre en société dans un contexte scolaire pluriel, c'est parce qu'en fait, on vit dans une société démocratique. Et dans une société démocratique, le pluralisme est par définition à sa place. Il n'y a pas juste une seule bonne réponse aux différentes questions. Et donc, on est dans un contexte pluriel. On a différentes manières de vivre en société qui sont légitimes, qui sont pertinentes. Et donc, il n'y a pas forcément un consensus, ce qui amène à la question des rapports de pouvoir dans nos classes, dans nos sociétés, que nous entretenons avec notre classe, finalement, parce que nous, on a un rôle qui nous donne une certaine autorité. Hein, ça nous permet de choisir déjà les thèmes dont on va parler, alors que nos élèves, nos étudiants subissent un peu nos choix. Mais parfois, ces thèmes s'imposent en classe. Ils peuvent soit s'imposer en classe de l'extérieur, soit nous, quand on aborde les thèmes, la manière dont la discussion va avoir lieu s'impose à nous aussi. Donc, souvent de manière inopinée, pas toujours. On peut choisir et pourtant être surpris par le déroulement de la classe par après. Mais ça amène le fait que ça peut remettre en question les status quo social ou plus largement, ou dans notre cégep ou dans notre classe, par leur fort potentiel subversif. C'est une analyse plus détaillée. Quand vous voyez, vous pensez à des exemples, voici quelques exemples toujours pertinents. Ça fait des années qu'ils sont pertinents finalement. Là, vous voyez, par exemple, la question de la religion à l'école finalement. La question de la violence sexuelle, la question du racisme systémique éventuellement en lien avec l'histoire de Joyce Echaquan, qui était l'exemple par excellence, mais qui a amené ces discussions dans la société québécoise de façon beaucoup plus présente.
la guerre en général ou les guerres et la question des génocides, qui est un exemple que j'explore plus particulièrement avec ma collègue Sabrina Moisin. Donc, je vais te donner l'exemple. Mais je peux aussi vous donner un exemple plus récent, tout à fait d'actualité, décédé la semaine dernière, n'est-ce pas? Alors que la ministre Derry est encore intervenue dans un cégep pour réagir à l'enseignement sur les conflits israélo-palestiniens. Puis j'avais envie d'explorer ce thème sensible parce qu'il est tellement d'actualité. Puis il démontre très, très bien, je pense, les 4 éléments qu'on aborde, nous, les 4 dimensions qu'on les appelle des thèmes sensibles. Donc, Sylvain, je reviens. Oui? je me permets de vous interrompre tout de suite pour vous dire que les gens identifient de nombreux sujets qui peuvent faire l'objet de toutes sortes d'échanges, entre autres la violence conjugale, l'égalité homme-femme, l'immigration, le racisme, la sexualité, la représentation du corps, la religion, la notion de genre versus de sexe, la théorie d'évolution, le consentement, les croisades, présenter les nations autochtones, les odeurs corporelles, l'identité culturelle, la religion et compagnie. Il y en a, c'est effarant. C'est Merci, exactement excusez. ça. Oui. Merci, Nicole. Puis c'est tellement, c'est vrai qu'il y en a. Il y aura, et il y en aura toujours, hein, parce que ce qui fait que les thèmes sont sensibles, c'est pas tant les thèmes en soi, c'est ce qui se passe. Ce que nous, on veut faire avec cet enseignement-là, c'est les rôles qu'on se donne, on va parler de tout ça. Et donc, c'est pour ça que c'est si important de pouvoir les analyser et ne pas juste dire, ah, la religion, c'est un thème sensible. C'est vrai, mais qu'est-ce qui fait que la religion devient un thème sensible? C'est un peu ça le pari qu'on essaie de faire avec cette analyse pédagogique des thèmes sensibles et ainsi mieux proposer des pratiques pédagogiques qui vont faire de ces thèmes-là une richesse en classe plutôt qu'un obstacle à l'enseignement. Et donc, justement, je reprends l'exemple du conflit israélo-palestinien. Puis, vous voyez déjà, quand je dis israélo-palestinien, c'est déjà, ça pourrait devenir un enjeu de débat. D'ailleurs, plus tard, je reprends l'exemple en disant exactement le contraire, palestino-israélien, juste pour vous montrer qu'on peut faire ces choix-là à chaque fois. Puis en fait, ce thème-là, qu'est-ce qu'il fait? Il mobilise des valeurs et des représentations sociales en touchant des questions d'autodétermination identitaire, nationaliste, qui soulèvent des questions des idéologies oppressives. Je vois que j'ai un petit tiré bizarre au milieu. Donc, des idéologies oppressives et racistes. C'est parce que j'ai copié d'un Word à mon Geniali. En tout cas, donc ça, c'est notre première dimension, c'est la dimension éthique qu'on va appeler. Après, ça touche, ces thèmes touchent, en fait, peut concerner les différentes personnes dans notre classe différemment. Hein. Puis, c'est le moment de vous dire probablement que moi, je suis israélienne d'origine. Donc, évidemment que moi ou mes enfants, ça nous concerne d'une certaine façon, alors que quelqu'un d'autre qui est palestinien d'origine ou qui n'est pas concerné du tout dans ses origines par les conflits, mais qui est très intéressé, chacun de nous va arriver avec une autre perspective, une autre façon de voir, de comprendre, de vivre ces conflits-là, même ici au Québec. Donc, cette diversité-là va être dans nos classes. C'est aussi un thème qui confronte les rapports de pouvoir dans la société québécoise, donc même si c'est très, très loin, exacerbé par une illusion de la nécessité d'une prise de position pour ou contre. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui est fort dans notre façon de voir. On se positionne tout le temps pour ou contre et on oublie qu'il y a une question, que ça nous met dans un rapport de pouvoir, alors que des fois, c'est justement, c'est tout à fait normal dans les thèmes à l'étude, mais on devrait justement prendre une certaine distance de ces rapports de pouvoir pour pouvoir les analyser et mieux les comprendre. Et dernier élément, donc, c'est un thème, et vous allez être d'accord, j'imagine, avec moi, extrêmement complexe, qui nécessite une compréhension historique, sociopolitique, géographique, juridique, j'aurais pu dire psychologique, j'aurais pu dire beaucoup de choses encore. Mais on constate, puis on a fait l'exercice avec un collègue en Sciences Po cet automne quand on a enseigné ce thème à nos 2 classes ensemble. En fait, on a mis nos 2 classes ensemble pour l'enseigner, tellement on avait besoin justement des apports
de la pédagogie et des Sciences Po et de toute cette réflexion-là pour pouvoir aborder la question avec nos étudiants. Tout ça sans oublier, évidemment, son potentiel subversif, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, puis on l'a vu très clairement avec les campements pro-palestiniens sur les campus, de façon générale en Amérique du Nord, mais aussi au Québec, et toute la tension politique que ça a créé autour. Donc, il y a ce qu'on enseigne, ce qui se passe dans notre classe, mais il y a aussi ce qui se passe dans la société plus large. Donc, je pars avec cet exemple-là pour vous dire, en fait, et comme vous avez fait cette longue liste que nous a lu Nicole, vous voyez qu'il y a, on est confronté tout le temps avec ces thèmes sensibles. Mais en fait, ce qui est arrivé dans ce projet que je vous présente, c'est que nous, on a travaillé sur la question des thèmes sensibles au niveau secondaire avec mes collègues. Puis, en même moment, arrive l'histoire des lieutenants Duval à l'Université d'Ottawa. Vous vous souvenez probablement de cet incident où, en fait, elle a parlé dans une classe portant sur d'autres sujets. Elle a donné des exemples sur la communauté queer et la communauté noire et des termes qu'ils utilisent entre eux pour se parler. Mais en fait, elle a utilisé ces termes en classe, ce qui a fait tout un tollé. Un tollé, premièrement, de la part de ces étudiants et étudiantes, mais un tollé après dans la société en général sur comment est-ce qu'on devrait en parler. Et donc, nous, ayant ce projet entre nos mains sur les thèmes sensibles, on s'est dit que ce sera extrêmement intéressant d'aller voir non seulement ce qui se passe à l'école secondaire où on dit souvent que les élèves sont soumis à l'autorité des enseignants et enseignantes, qu'on impose clairement et ouvertement les contenus, etc. Mais qu'est-ce qui se passe dans le contexte universitaire où et là, nous, on est allé voir des professeurs qui ne sont donc pas dans le même statut d'employés précaires, hein, où les chargés de cours, comme dans le cas de lieutenant Duval, sont engagés pour, donc il y a moins de sécurité d'emploi, alors que dans les cas des professeurs, ils sont supposés être moins inquiets pour leur place à l'université, mais est donc plus ouvert peut-être à ces discussions davantage pédagogiques et théoriques. Donc, c'est eux qu'on est allé rencontrer. Comment on a fait ça? On les a invités à partager avec nous des récits de pratiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on leur demande, en fait, de nous raconter une expérience, une situation. Donc, en fait, ils nous racontent, en fait, la mise en œuvre de leur idée dans la pratique. Puis, ils nous partagent aussi leur approche réflexive sur la situation. Donc, en fait, en gros, nous, on pose 3 questions. On leur dit, racontez-nous une situation que vous avez vécue en lien avec un thème sensible de façon très générale. Qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience-là? Et c'est quoi le conseil que vous donneriez à quelqu'un d'autre qui serait dans la même situation que vous? Et ce que ça donne, on a eu donc 26 récits de pratiques recueillis, puis je vous demande tout de suite, c'est pour ça que j'ai fait ça, vous avez accès à tous ces récits de pratiques sur ces documents en terminé qui est accessible en ligne à tous et à toutes. Vous avez tous les récits que les participants ont accepté finalement qu'on publie. Et vous pouvez les lire toujours avec donc, la mise en contexte, l'histoire à compter, puis à la fin, vous avez, excusez-moi ici, si j'avais donné un conseil, ça se termine toujours comme ça, si j'avais donné un conseil à une autre personne, voici ce que je ferais. Donc, on a 26 récits de pratique qu'on pouvait utiliser parce que certaines personnes ont participé, mais une fois qu'ils ont lu leur récit de pratique, ils ont dit, ah ben finalement, on n'est pas à l'aise de participer avec ces récits dans le projet. Donc, on a retiré. Donc, ça vous dit aussi, hein, on avait, je pense, 4 personnes, 5 qui se sont retirées après avoir lu leur récit de pratique. On a différentes disciplines, différentes universités, différentes expériences en enseignement, hein, de 3 ans à 30 ans à peu près. Les entretiens ont été à peu près de 45 à 60 minutes. Comme je vous ai dit, c'est ça les questions que j'ai posées. Et donc,
ici, aujourd'hui, j'ai sélectionné 8 récits plus spécifiquement en lien avec les questions qui m'ont intéressé. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aller voir selon votre discipline, selon des questions qui vous intéressent. Hein. Vous faites recherche et vous trouverez à chaque fois d'autres perles, d'autres réflexions intéressantes là-dessus. D'ailleurs, il y a ici les liens, excusez-moi, je vous fais mal à la tête. Il y a ici normalement les liens au document. Je poursuis quand même. Donc, les résultats de recherche, et en fait, je vous le présente comme ça, comme résultat, pour vous montrer comment ces thèmes sensibles-là, que moi, je viens d'analyser de façon très théorique, j'ai pris les conflits israélo-palestiniens, que j'ai analysé selon mon feeling, finalement, hein, qu'est-ce qui fait que c'est un thème sensible, selon ce que moi, j'ai vécu dans mes activités, mais vous allez voir que ça fonctionne sur différents thèmes. Donc, je reprends. OK, non, c'est juste les résultats. Je m'excuse, je vais plutôt favoriser directement d'aller dans la première étape d'analyse, donc les dimensions que je vous ai présentées. Donc, la dimension éthique, sociale, politique et pédagogique, comme vous avez vu dans l'analyse sur le conflit israélo-palestinien. Et là, vous allez voir comment il se développe à travers différentes thématiques. Donc, par exemple, dans la dimension éthique, je vous le rappelle, hein, c'est la dimension où on va parler des valeurs de représentation sociale. On va parler aussi du rôle de l'éducation, pourquoi moi je l'enseigne. Ça nous permet de réfléchir souvent sur le fait que, et quand on parle de représentation sociale de façon générale, on a tendance à penser que notre classe va partager certaines idées avec nous. Hein. Moi, je donne souvent l'exemple de l'égalité homme-femme. On en parle tout le temps comme si c'était une évidence, mais quand on prend le temps d'en parler avec nos étudiants et étudiantes, on est parfois un peu troublé parce qu'ils disent, et c'est normal qu'on est troublé parce qu'ils n'ont pas forcément la même vision que nous, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est, encore une fois, qu'elle n'est ni légitime ou pertinente dans leur vie. Puis la dimension éthique nous amène aussi à réfléchir sur notre rôle qu'est-ce qu'on veut les amener à faire, parce qu'on développe souvent, ou en tout cas, on dit qu'on veut développer la pensée critique chez nos étudiants et étudiantes, mais on a aussi un envie, je pense, qu'il faut l'avouer, de transmettre certaines idées, notamment dans le niveau encore collégial, mais moi je le sens aussi très bien dans le niveau universitaire. On arrive avec une idée, puis ça prend beaucoup d'efforts de notre part d'accepter que notre idée, ce n'est pas forcément celle qu'on doit transmettre à nos étudiants et étudiantes, même si on essaie théoriquement. Bon, quelques exemples. On a ici l'exemple de Christophe, par exemple, qui, lui, il enseigne en histoire. Puis il dit, cette expérience m'en a aussi appris sur les sentiments de honte que j'entretiens, donc moi, enseignant, vis-à-vis certains pans de l'histoire des Premières Nations au Québec. Je ne me sentais pas à l'aise d'enseigner ces contenus, mais je n'avais pas toujours associé ce malaise au fait que je les portais en moi. Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. Les enseignants, enseignantes nous disent, c'est nos élèves, nos étudiants, étudiantes qui amènent le malaise, mais en fait, c'est souvent le contraire. Cédric, qui lui aussi, il est dans les thématiques d'histoire, en fait, nous dit la posture que nous avons en tant qu'individu et comme enseignants nous engage ou vient nous chercher. Donc, il y a cette même réflexion. Géraldine, quant à elle, d'ailleurs, c'est intéressant, mais elle aussi, elle est en histoire. Je réfléchis pendant que je vous présente les personnes. Mais elle parle justement de toute la question, beaucoup de la question féministe dans ses classes, sur les rôles, en fait, la place qu'on accorde à l'histoire des femmes. Et elle dit, je vais comprendre ce qu'ils veulent dire et comprendre pourquoi. Dès qu'une femme politicienne montre un peu d'émotion, on la traite d'hystérique. Cela s'inscrit dans une démarche de déconstruction qui n'a pas de visée moralisatrice, mais plutôt qui tente de démontrer les rapports de pouvoir. Et là, vous voyez comment dans la manière où elle amène son sujet, elle touche directement aux enjeux, justement, à la dimension éthique, donc aux valeurs, aux représentations sociales qui abordent son sujet,
puis à la confrontation que ça peut amener avec ces étudiants et étudiantes. Bon, la dimension sociale, donc, elle parle, comme on a dit, de la question plus du fait que on vit dans une société plurielle. Puis quand j'ai dit plurielle, je parle bien de différents types de diversité. Donc oui, diversité ethnoculturelle et religieuse, comme on a tendance à penser, ben, c'est des immigrants, immigrantes, c'est des personnes qui parlent différentes langues, qui ont différentes religions. Mais en fait, la diversité, elle est beaucoup plus étendue. Hein. On a aussi une diversité idéologique, socio-économique, politique, du genre, des modes de vie. Puis ça, c'est une diversité que vous voyez beaucoup moins. Vous l'entendez beaucoup moins. Donc, vous voyez une classe qui peut vous sembler être relativement homogène, mais en fait, il y a toute cette diversité-là qui vit là-dedans. Et encore une fois, c'est tout à fait normal parce qu'on est dans une société démocratique et il y a place à tout ça. Donc, le problème n'est pas le fait qu'il y a une si grande diversité, mais le défi de la diversité, c'est de pouvoir en parler, en fait, de la nommer d'abord, de reconnaître qu'il y a cette diversité-là, d'en parler ensuite librement, hein, mais librement, c'est ça, lui faire une place, et s'y situer là-dedans. Et quand je dis se situer là-dedans, c'est justement, hein, je vous ai dit tout à l'heure, hein, je parlais des conflits israélo-palestiniens, je vous ai dit, ah, vous devez le savoir, je suis israélienne. Je peux ne pas le dire. Mais vous êtes d'accord avec moi que si j'aborde la question du conflit israélo-palestinien, puis que je dis à personne que je suis israélienne, c'est que je ne suis pas moi israélienne d'origine, parce que je ne le dis pas, c'est juste qu'ils ne le savent pas. Il y a des recherches qui ont été montrées d'ailleurs que les étudiants, étudiantes ou élèves en classe tentent toujours d'identifier ce que pensent leurs enseignants, enseignantes. C'est juste qu'ils se basent beaucoup sur des idées assez stéréotypées de l'autre. Hein? Ah, c'est une femme, donc elle devrait penser ceci, cela. C'est une immigrante, donc elle devrait penser ceci, cela. Alors que quand on se situe et qu'on leur dit, on leur rappelle, voilà, vous savez maintenant que je suis d'origine israélienne, mais ça ne veut rien dire sur... En fait, ça ne vous dit rien sur ce que je pense du conflit, vous ne le savez pas du tout, en fait. Ni ce que je pense du conflit, ni ce que je pense de la façon de le résoudre éventuellement. On l'espère un jour. Là, je vous donne déjà des indices. Donc, vous voyez qu'il y a une importance à s'y situer. Ça ne veut pas dire mon opinion, mais c'est reconnaître que je ne viens pas, que je ne suis pas une personne sans... je ne suis pas une table rasa. J'arrive avec quelque chose et je participe à la conversation. Je regarde l'heure en même temps. Donc, deux exemples. Là, on a Mathilde qui est professeure en éducation. Elle nous dit je vais amener les gens à approfondir leurs réflexions, à se confronter, à se dépasser. Je les incite à adopter des points de vue opposés aux leurs afin qu'ils pensent différemment ou qu'ils se décentrent. Je leur demande aussi s'ils peuvent se mettre à la place de l'autre. Tous ces sujets sensibles dans l'actualité donnent accès à une lecture de la société. Donc, Mathilde, en fait, elle dit, ben, je vais non seulement reconnaître cette diversité, mais je vais travailler cette diversité dans ma classe. Cédric, j'y reviens, c'est notre enseignant en histoire, il dit, je constate qu'effectivement, dans les disciplines comme l'histoire, les étudiants sont moins souvent issus de l'immigration ou moins souvent porteurs d'une diversité, qu'elle soit visible ou non. C'est certain que ça m'interpelle, que ça n'interpelle pas tellement les personnes immigrantes. Donc, vous voyez ici, il reconnaît une absence de diversité. Et ça aussi, c'est intéressant. Quand on est dans un contexte où on enseigne et on n'a pas de diversité, elle n'est pas moins présente dans notre société. Hein. Moi, je le dis souvent, si on prend un exemple, je ne sais pas, un cégep à Saguenay, je ne connais pas le nom de vos cégeps, là, mais quelqu'un qui enseigne à Saguenay et qui est entouré, ou à Bécomo, et qui va avoir une population diversifiée, notamment par la présence de premiers peuples. Ce n'est pas la même diversité qu'on va avoir à Montréal, où on va avoir beaucoup d'élèves issus de l'immigration, d'étudiants issus de l'immigration, mais il reste qu'il y a une diversité importante des deux côtés, c'est-à-dire qu'à Montréal, on doit apprendre sur la présence de premiers peuples au Québec, et à Saguenay ou à Bécomo, on doit apprendre sur le fait qu'il y a beaucoup de personnes immigrantes au Québec qui participent dans la vie sociale de la société québécoise. Donc, vous voyez que la diversité, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas présente
directement qu'elle ne nous concerne pas. La dimension politique, c'est celle qui parle des manières de vivre ensemble et qui amène des questions des rapports de pouvoir. Ça, c'est un petit rappel. Puis, l'exemple que je vous donne ici, c'est toujours Mathilde, en enseignement, qui dit « Je m'assure, lorsque j'en parle, de ramener la question aux faits, au processus sociologique, aux balises juridiques, scientifiques et politiques, et au débat public, et non pas à mon point de vue personnel. Ce sont des enjeux de société qui se transposent dans nos classes. Nous ne parlons pas des positionnements favorables d'un groupe par rapport à un autre, mais bien des processus de construction de frontières ethniques, des rapports de pouvoir, etc. » Vous voyez que Mathilde, vraiment directement dans le sujet, au lieu d'évacuer la question des rapports de pouvoir, en fait, elle aborde la question des rapports de pouvoir pour qu'ils les voient, pour qu'ils les analysent et pour qu'ils se sentent plus à l'aise, peut-être éventuellement, de les reconnaître. Enfin, la dimension pédagogique, qui nous rappelle que ce sont des thèmes très complexes, qui ne peuvent pas être réduits à l'opposition binaire des pour ou contre dont je parlais tout à l'heure, qui invite un traitement interdisciplinaire et amène une question sur la nature même du savoir souvent. Qu'est-ce qui est un savoir légitime et qu'est-ce qui ne l'est pas? Puis exige aussi à développer une certaine empathie pour analyser les dilemmes éthiques qu'il pose. Et vous voyez comment ça amène... ça ramène à la question de départ, c'est-à-dire que si je reprends mon exemple du conflit israélo-palestinien, si je voudrais mieux comprendre les rapports de pouvoir qui sont entre les Palestiniens et les Israéliens, évidemment, mais aussi en dehors de ces territoires par des personnes qui sont concernées, ben, je dois aussi développer une certaine empathie à ces deux côtés, parce que là, encore une fois, on est dans la binarité, mais si je reconnais comme ça, dans les rapports de pouvoir, ben, il faut avoir une certaine empathie pour les deux côtés pour pouvoir y réfléchir et revenir sur la question des différentes valeurs et représentations sociales. Donc, c'est très exigeant, n'est-ce pas? Puis là, vous avez deux exemples. D'abord, Éléonore, qui est en linguistique, en fait, comme professeur. Et en fait, juste pour la petite anecdote, pour vous expliquer l'histoire d'Éléonore, Éléonore nous a parlé de l'usage des mots. Et justement, elle disait, ben, moi, j'essaie de montrer à mes étudiants qu'on peut utiliser les mots de diverses manières, mais un jour, dans une classe où elle propose comme sujet de parler de donner un exemple d'un mot que, quand on utilise de diverses manières, ben, change de sens. Il y a quelqu'un qui propose, un étudiant qui propose comme exemple le terme téléphone arabe. Et Éléonore dit en réponse, ah oui, c'est super comme exemple, j'adore. Et là, on lui dit, mais là, voyons, c'est pas du tout un bel exemple, ça, c'est super raciste comme exemple. Les étudiants réagissent. Et en fait, elle était extrêmement troublée par la réaction. Puis elle dit, ben là, mais parce que je voulais montrer, ce que moi je voulais parler, c'est des mots. Donc, là, elle dit, plus je lisais à ce sujet, plus je m'enfonçais. Je ne savais plus par quel bout l'aborder. Je me rendais compte que c'était une complexité infinie et ça touchait à tellement de cordes sensibles. Ça impliquait des valeurs. Je me sentais vraiment enteraminée. J'avais l'impression d'avancer d'un pas tout en ayant peur que ça m'explose en plein visage. J'étais paralysée. La complexité, elle est là. Et Géraldine, notre historienne de tout à l'heure, qui nous dit je ne sais pas si j'ai envie de refaire ce type d'activité parce que, donc, en lien avec je vous rappelle le féminisme, la place des femmes dans l'histoire, parce que je sens qu'il existe moralement une bonne réponse à adopter présentement dans un contexte universitaire. J'ai l'impression que dans certaines situations, nous présentons les choses de manière très binaire alors qu'elles sont beaucoup plus complexes. Donc, elle dit, moi-même, je me dis, il y a juste une bonne réponse à adopter, mais comment je vais faire pour ne pas l'aborder de façon binaire alors que c'est extrêmement complexe. Donc, vous voyez, c'est vraiment les termes de ces personnes-là qui vivent ces questions en classe. Et donc, c'est là que ça nous amène à penser qu'il faut donc une prise de distance critique pour considérer ces différents éléments. Et je ne sais pas, peut-être, Nicole, c'est un moment de voir s'il y a des questions, des inquiétudes, des réflexions de la part de nos participants et participantes.
Pardon, il y a des gens qui commentent. Moi, j'ai une question à vous poser, mais on pourra peut-être attendre à la fin, voir ce que vous allez Parfait. en dire, mais ma question est plus générale. Merci, Excellent. c'est très Excellent. intéressant. Alors, on continue. Donc, deuxième étape, en fait, on veut ressortir les enjeux de pensée critique et en fait des aspects pédagogiques pour mieux travailler cette question. Et en fait, pour faire ça, donc pourquoi je parle de pensée critique, c'est parce qu'en fait, quand on développe chez nos jeunes la pensée critique, on les invite à prendre une distance vraiment. Moi, j'aime bien faire ces gestes-là, je vais vous le faire à la caméra. On a un objet d'étude, puis on prend une certaine distance pour essayer de les voir, non pas dans tout ce qui évoque en nous cette sensibilité, ces malaises, mais bien ce qu'on peut mieux comprendre ce qui nous met mal à l'aise. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui m'ont déjà dit, on pourrait prendre carrément les dimensions des thèmes sensibles et proposer à nos étudiants, étudiantes ou à nos élèves de les analyser eux-mêmes pour qu'ils voient qu'est-ce qui fait que ça devient sensible pour eux aussi. Donc, cette distanciation, en fait, c'est ça, c'est prendre soi-même comme sujet, c'est reconnaître notre place. Et Géraldine, dans ma dernière présentation, dans mon dernier extrait, elle a dit exactement ça. Je me rends compte de moi, qu'est-ce que j'amène dans les discussions et je me sens mal à l'aise à cause de ça. Et on veut aussi combattre donc ces fausses croyances, mieux comprendre comment on y arrive. Des fois, c'est des vrais. Parfois, on a raison, ce n'est pas forcément des fausses croyances, mais il reste que on doit prendre une certaine distance parce que ce n'est pas les seules réponses possibles. Et on doit adopter une méthode. Une méthode, en fait, c'est de dire, je vais établir des critères pour objectiver ma pensée, pour valider et partager mes idées. Donc, plutôt que d'essayer de convaincre, de proposer un argument convaincant, je vais essayer de mieux comprendre les différents éléments. Je vais vous le montrer après dans mes exemples, mais juste pour vous montrer comment est-ce qu'on peut le faire avec nos étudiants et étudiantes. Donc, je reviens à notre Cédric qui nous dit, donc, les groupes sont formés de 95% des femmes. J'adopte alors une posture, je pense que lui, il est en enseignement, en formation initiale pour le primaire, ce qui explique cette présence forte des femmes. J'adopte alors une posture en défense des droits des femmes et je présente le fait que les femmes sont sous-représentées dans l'histoire et qu'elles sont mal représentées. J'essaie de soulever les controverses ou du moins un peu d'engagement. Toutefois, être très critique par rapport à ces choses n'est pas leur posture de départ. Elles sont davantage préoccupées par la pédagogie. Et ça, c'est quelque chose que d'ailleurs, je peux vous dire que c'est de façon générale dans mes récits pratiques, ça revient, cette idée que les professeurs essayent d'évoquer un peu cette critique chez les étudiants et étudiantes parce qu'il y a un certain malaise justement de la part de leurs étudiants et étudiantes de le faire. Je reviens à la question à Éléonore aussi, qu'on a évoquée tout à l'heure. Elle dit la même chose. J'essaie de leur faire prendre une certaine distance et de les amener à poser un regard critique sur tout ça, du moins les amener à poser des questions. Je souhaite les amener à problématiser ce qui se passe en classe. J'essaie de faire des liens entre la formation, les stages et les cours. Et ça, en fait, qu'est-ce que j'ai mis ça comme une image? Ah oui. En fait, c'est vraiment les différentes stratégies qu'on veut aborder, en fait, c'est de les amener à questionner tout ce qu'ils entendent. Et ça, c'est aussi des fois déstabilisant pour nous parce que s'ils sont à l'aise de toujours nous questionner, nous, on doit être prêts à répondre. Expliciter les critères et les choix proposés en cours et prendre une distance tout en considérant sa propositionnalité. Puis, je vous raconte une petite anecdote qui montre bien cette approche. Moi, dans mes cours, en fait, quand je pose une question, puis quelqu'un répond, puis je trouve que c'est juste pas argumenté, je vais juste dire, ah bon, pourquoi tu me dis ça? Puis, je disais ça tout le temps. Pourquoi tu me dis ça? Et je voulais en fait les amener à argumenter, à expliciter les critères et les choix proposés, n'est-ce pas? Et à un moment, je pose une question, puis il n'y a personne qui répond. Puis je leur dis, allez, vous êtes capable, c'est sûr que vous avez des idées, des réponses. Puis il y en a un qui lève la main comme ça, un peu timide, et qui me dit, j'aimerais bien te donner une réponse, Ivan, mais là, tu vas me dire, ah bon, pourquoi?
puisque je n'ai pas encore la bonne réponse pour cette deuxième question, j'attends, je réfléchis à mes arguments. Et je me suis dit, c'est quand même extraordinaire parce qu'en faisant en faisant cette pratique régulièrement, ben, lui-même, il a développé ce souci d'être capable d'argumenter, d'expliciter ses choix, ses idées. Et c'est un peu ça qu'on veut faire avec eux. Alors, peu importe finalement ce qu'on enseigne, quand on les amène à avoir cette pensée critique sur les thèmes, on les amène à justement prendre cette distance, à être moins dans leurs émotions, dans la catastrophe, si je peux le dire ainsi. Je passerai plus vite parce que je vois le temps qui passe et je voudrais beaucoup passer à mes autres exemples. Je m'excuse, ça arrive. Je parle trop et nous avons aussi des questions fort intéressantes qui ont été posées. Parfait. Donc, je vais terminer avec les exemples. D'abord, je vais vous revenir à mon exemple d'activité sur les conflits palestino-israéliens. Cette fois-ci, j'ai changé. Et là où, en fait, ce qu'on a fait, donc nous, on a identifié ce thème comme un thème sensible. On a essayé, puis je vous dis, puisque je suis d'origine israélienne, j'étais mal à l'aise de présenter toute seule les conflits par peur que ça va être mal pris, mal reçu par mon public. Et j'ai cherché des alliés, puis j'ai trouvé un allié fort intéressant au département des sciences politiques, Francesco Cavatorta, qui, lui, est spécialisé dans la question, en fait, des conflits au Moyen-Orient. Donc, c'est vraiment la personne avec qui il fallait travailler là-dessus. Puis, on a réfléchi à comment on va aborder ça avec nos étudiants et étudiantes. On a mis ensemble une classe des Sciences Po et une classe d'éducation, nos classes à nous, cet automne. Puis, on est parti avec 4 éléments. Donc, pour désamorcer un peu cette sensibilité, les 4 éléments de la démarche d'éducation antiraciste qui nous dit qu'on doit reconnaître d'abord le racisme comme un phénomène social, c'est-à-dire qu'il se construit, donc reconnaître où il est construit dans ce conflit. Laisser la parole aux personnes concernées, donc pas ici au Québec, mais en Palestine, Israël, qui vivent ces conflits. Dire l'histoire autrement, c'est-à-dire ne pas juste répéter l'histoire, les grandes lignes et dire voilà, on a tout compris, mais aller essayer de mieux comprendre l'histoire des différents points de vue, des différentes perspectives de l'histoire et choisir les termes qu'on utilise. Et on l'a fait à travers une activité en 4 étapes, c'est-à-dire que d'abord, Francesco donc, a fait une présentation générale du conflit pendant 3 heures. Ils ont eu beaucoup de textes à lire aussi. On a proposé dans un deuxième cours une réflexion sur quel dialogue est possible dans une telle situation de conflit. Comment est-ce qu'on amène la question de ces conflits tout en laissant ouvert le dialogue. On a proposé ensuite un moment de dialogue avec un organisme israélo-palestinien qui regroupe des personnes qui ont perdu un membre de leur famille et qui veulent, malgré cela, poursuivre la conversation avec l'autre côté. Donc, on a rencontré 2 mères qui ont perdu leur fils, une mère palestinienne et une mère israélienne, à distance. On les a rencontrées, on a discuté avec elles pendant 1 heure. Et après, on a pris encore 1 heure pour débriefer, c'est un vrai mot, dans l'Office de la langue française, reconnu, qui en fait vise à permettre aux élèves, aux étudiants, à l'université c'était, aux étudiants et étudiantes de réfléchir, de poser des questions, de parler de leurs sentiments, de qu'est-ce qu'ils ont senti. Et en sortant de cette activité, après 3 cours, donc 4 étapes, mais 3 fois 3 heures, donc 9 heures de cours, on a eu les 2 groupes ravis, avec des malaises qui ont été nommés. J'étais mal à l'aise face à ces discussions pour telle raison. J'étais confrontée dans mes convictions pour telle raison. Mais ces discussions ont eu lieu, puis on est tous sortis avec de bonne humeur, malgré les sujets très difficiles qu'on a abordés. Donc, c'est quand même intéressant. Puis je terminerai en fait en vous montrant qu'il y a d'autres outils qu'on a travaillé de la même manière. Nicolas parlait tout à l'heure de l'appropriation culturelle dans les arts. C'est un petit guide qui est accessible, qui essaye de faire la même chose. Donc, pourquoi c'est un thème sensible? De quoi j'ai besoin? Donc, j'ai besoin de mieux comprendre le thème,
pour mieux comprendre comment est-ce qu'il vient me chercher dans mes valeurs, mes représentations sociales, pour pouvoir l'aborder dans toute la complexité. Vous avez l'outil d'enseigner sur les génocides, que je n'ai pas, qui est un outil d'ailleurs qui pourrait être très intéressant pour les enseignants d'histoire au Cégep. Nous, on l'a conçu pour surtout secondaire 5, mais il y a des présentations des génocides. Donc, on le fait toujours, hein, on essaie de répondre à la complexité en proposant des définitions, en faisant l'étape pédagogique nécessaire pour mieux comprendre et en abordant ensuite les éléments qui peuvent être difficiles à comprendre des points de vue de valeur, de représentation sociale et en donnant place à la diversité dans la classe. Puis, il y avait aussi le guide dont parlait à Nicole, mais que je n'ai pas mis ici. Je l'ai mis ici. Vous pouvez le trouver sur le site ici. Excusez-moi. Donc, toutes ces choses sont disponibles sur Internet. Donc, vous avez des fiches régionales de la diversité ethnoculturelle, religieuse, linguistique dans toutes les régions du Québec et vous avez des guides pédagogiques ou plus théoriques qui permettent de mieux comprendre. Vous voyez, il y a tous ces outils-là. À chaque fois, en fait, que je vous ai mis tous les liens de ces outils. Chaque fois, l'objectif est le même, c'est-à-dire de reprendre l'idée qu'on doit déconstruire la complexité, qu'on doit identifier les valeurs et les représentations sociales qui viennent nous chercher, nous, tout en reconnaissant qu'il y a une diversité des représentations sociales et des valeurs qui sont légitimes et pertinentes, et tout en reconnaissant qu'il y a un certain rapport de pouvoir qu'on ne peut pas éviter, mais on peut le reconnaître et travailler à l'intérieur même de ces rapports de pouvoir, tout en développant l'empathie nécessaire aux deux côtés pour ne pas exacerber ces rapports de pouvoir, mais bien apprendre à les reconnaître et à les accepter, malheureusement, parce qu'on vit dans une société humaine et dans toutes les sociétés humaines, il y a des rapports de pouvoir. Je m'arrête là parce que j'aimerais bien vous laisser le temps de poser les questions. Oui, merci Sylvane. Il y a les questions des participantes et participants que je vais vous poser tout d'abord, puis la mienne, si on a du temps, ben on la posera aussi. Mais il y a Emma qui pose la question. Merci, c'était fort intéressant. C'est un sujet extrêmement large, c'est un sujet extrêmement délicat, et je pense que les gens cherchent effectivement des clés qui vont leur permettre d'être à l'aise, d'aborder ces sujets-là avec leurs étudiants, et je pense que vous leur proposez effectivement, d'après ce que je vois, des clés qui leur permettent de les aborder. Il y a Emma qui pose la question suivante. Dans une discussion, par exemple, sur la diversité, est-ce que vous nous invitez à nous positionner, à nous présenter sur ce que nous sommes? Par exemple, je suis une femme lesbienne, bon, etc., etc. Moi, je dirais oui. La réponse courte. Mais ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, je dois tout le temps tout dire de moi. Mais quand c'est pertinent, par exemple, moi, je ne dis pas toujours à tout le monde que je suis israélienne d'origine. Vous comprenez que ce n'est peut-être pas la chose la plus facile de dévoiler sur notre identité de nos jours, mais parfois, c'est nécessaire de le dire, c'est pertinent de le dire. Et à ce moment-là, c'est à faire. Je vous invite aussi à réfléchir à cela différemment. Quand on fait partie de la norme, quand on n'est pas immigrant, on n'a pas besoin de dire « je ne suis pas immigrant ». Mais quand on entend un accent, ben, la question se pose « est-elle immigrante? Elle vient d'où? Depuis quand elle est là ?» Okay? Ce sont des questions qui vont venir. De la même manière, quand moi, je vais raconter des anecdotes, et moi, je raconte beaucoup d'anecdotes parce que je trouve que c'est souvent des exemples parfaits pour mes étudiants et étudiantes. Si je dis, je suis allée au musée avec mon conjoint et mes enfants, j'ai réfléchi pas 2 fois avant de dire cette phrase-là. Si j'étais une personne lesbienne qui vit en famille homoparentale, peut-être qu'aujourd'hui, c'est moins le cas, mais il y a 10 ans, probablement que j'aurais hésité avant de le dire, est-ce que je le dévoile ou pas? Ben, on peut se poser la question, est-ce que quand c'est toujours la personne qui fait partie d'une diversité qui a besoin de poser la question, c'est poser la question, soi-disant, mais moi, je pense que justement, ça doit être aussi banal que le fait de faire partie de la normalité. À ce moment-là, on ne pose aucune question, on est juste nous, puis les gens supposent des choses de nous. Donc, c'est bien d'amener cette diversité dans la discussion sans que ça devienne un sujet en soi. Hein. C'est pas parce que je suis israélienne ou pas, c'est pas parce que je suis lesbienne ou hétérosexuelle que ça devient un sujet. Mais c'est juste que ça ne devrait pas non plus être caché, je pense.
Merci. Il y a Ghislaine qui pose la question, il y en a pas mal de questions. Avez-vous l'impression que presque tous les sujets abordés en classe tendent à devenir sensibles au point de sombrer dans une sorte d'hypersensibilité pédagogique en raison des différentes dimensions que vous avez précédemment évoquées? Alors, moi je pense qu'en fait, c'est vrai qu'on parle de plus en plus du fait qu'il y a des thèmes sensibles en classe, mais ce n'est pas parce qu'il y a une hypersensibilité, à mon avis, c'est parce qu'en fait, on parle plus ouvertement des choses qui étaient justement, si je viens de prendre l'exemple précédent, qui étaient souvent cachées ou non, ou pas ouvertement discutées. Puis, en fait, je pense qu'on a parlé, c'est pour ça que je vous ai parlé de la pensée critique. On veut développer chez nos étudiants et étudiantes cette pensée critique qui fait qu'ils nous disent, eh oh, là, vous avez dépassé les bornes. Là, vous avez pas respecté certaines sensibilités ou certaines limites qui nous concernent. Puis là, ça nous heurte parce qu'en fait, on dit, ben, ils sont sensibles à tout. Mais on les a donnés, on voulait leur donner la possibilité de nous le dire, mais on est moins à l'aise avec ce qu'ils nous disent. Alors, moi, je pense qu'au contraire, on doit être heureux qu'ils nous le disent, mais ça ne veut pas dire qu'on devrait arrêter de parler de ça. Ça veut dire qu'on doit réfléchir à comment en parler. Si on arrête d'en parler, si ça fait qu'on écarte toutes ces questions-là de nos réflexions, à ce moment-là, ou de nos discussions en classe, ben là, en fait, on n'a pas fait service ni à eux ni à nous, parce qu'à la fin de la journée, ils n'ont rien appris. Donc, je pense que c'est une bonne chose, finalement. Je vais tout d'abord glisser un commentaire avant de poser les autres questions. Il y a Marie Aboumrad qui dit « Je tiens à saluer le fait qu'on soit une 60aine de personnes en ligne en pleine semaine de lecture pour plusieurs d'entre nous. Ça souligne l'importance du sujet. » Merci. Alors, je continue mes questions. Bon, Stéphanie. OK, bon. Emma, je vais laisser tomber là, comment éviter le danger de l'évitement total du sujet. Je pense qu'il en était question précédemment, à moins que vous vouliez apporter des précisions, Sivan, là-dessus. En fait, je pense qu'en abordant, en réfléchissant, alors la démarche que moi je propose toujours, c'est de réfléchir d'abord, est-ce que c'est à moi d'aborder le sujet, parce que peut-être ce n'est pas ma thématique, alors je n'ai pas besoin. Mais si c'est à moi d'aborder le sujet, c'est de ne pas l'éviter, mais de plus porter la réflexion sur comment le faire. Je ne pense pas que c'est nécessaire d'éviter des thèmes qui sont sensibles. D'ailleurs, je suis très opposée à cette interdiction de Madame Derry a parlé du conflit israélo-palestinien, palestino-israélien, comme vous voulez, en classe, parce que la question, c'est plus comment on les fait et c'est quoi l'intention pédagogique quand on les fait, et non pas le fait qu'il faut enlever ces questions tout à fait de la discussion. Autre question, dans un peu un autre ordre d'idée, c'est Stéphanie qui pose la question, en tant que femme hétéro, blanche, francophone, il me semble souvent difficile de prendre la posture d'enseignante pour des choses que mes étudiants connaissent parfois mieux. Mais comme j'enseigne en littérature, je dois souvent exposer un contexte socio-historique, politique et culturel, et je dis à mes étudiants que je ne me considère pas experte. Que pourrais-je faire de mieux? Déjà, je pense que c'est une très bonne façon d'aborder la question, c'est-à-dire de reconnaître qu'on n'est pas expert en tout. Ça enlève la pression. Hein? Moi, j'appelle ça une posture d'humilité. Et en fait, je pense que c'est la première chose à faire. Ce n'est pas parce que je ne connais pas tout que je ne suis pas légitime d'en parler ou que ce n'est pas pertinent que j'aborde la question avec vous. Donc, c'est quoi ma porte d'entrée? Si j'aborde la question avec vous à travers ce livre, ce n'est pas pour vous dire toutes mes vérités. C'est parce que dans les livres, ils nous racontent quelque chose. Hein. J'ai un de mes récits pratiques de l'école secondaire, c'est un enseignant, d'ailleurs, qui était avant un enseignant au cégep et qui se retrouve à enseigner au cégep, à l'école secondaire, au secondaire 4, et qui décide d'enseigner à ses étudiants, à ses élèves cette fois-ci, les livres des souris et des hommes. Et il est très inquiet parce qu'il dit que ça parle à la fois de la santé mentale, à la fois du racisme, ça dit amplement tout le temps des mots malaisants pour mes étudiants. Dans ma classe, j'ai des élèves noirs nés au Québec ou pas, ou des personnes, des élèves qui sont nés dans d'autres pays, des personnes immigrantes. Comment je vais faire? Donc, d'abord, il propose les livres, après, il panique un petit peu, puis ce qu'il fait, c'est qu'il raconte, il dit à ses élèves, je vais
vous présenter un livre qui est difficile, qui parle de sujets très sensibles, mais que je pense que ça vaut la peine quand même de le lire. Alors, si vous voulez de le lire, tant mieux. Si vous êtes mal à l'aise, venez me voir, puis je vais vous proposer une lecture différente. Et il n'y en a pas un élève sur ces 3 classes qui est venu lui demander une autre lecture, et ils ont tous vraiment aimé la discussion qui s'en suivait. Puis un roman extrêmement intéressant, là, effectivement. Exact. Il y a Amy qui aborde un sujet fort intéressant comme question. Elle dit, lors d'une activité présentée par l'Association des communicateurs scientifiques sur la thématique des sujets tabous, 2 angles avaient été présentés pour aborder des sujets sensibles, l'art et la science. J'aurais aimé avoir votre avis sur ceci, notamment sur l'angle scientifique. Pensez-vous que c'est un angle relativement neutre, entre guillemets, où la science en soi est trop sujette à interprétation, selon vous? Alors, je ne sais pas dans quel thème, je n'ai pas retenu dans quoi elle enseigne Amy pour parler de sciences. Je ne le sais pas, mais je vais préciser qu'elle dit, la question m'est venue en début de présentation lorsque quelqu'un a mentionné l'évolution comme sujet sensible, et la théorie d'évolution, c'est un sujet sensible aussi, et je me questionne en contexte d'enseignement de l'anatomie humaine, par exemple. OK. Alors, moi, je pense que de façon générale, les sciences, ce n'est pas neutre du tout. En fait, moi, je ne crois pas à la neutralité. C'est le moment de vous le dire. Je ne crois pas à la neutralité dans le sens où on est ce qui on est. Donc, on peut agir avec plus d'objectivité ou impartialité, mais on n'est jamais neutre. On arrive avec un certain bagage. Et aussi, les gens qui nous écoutent reçoivent un certain bagage. Même si je ne vous dis pas tout de moi, vous voyez devant vous une femme, vous entendez un accent, on a tous un accent, mais vous entendez un certain accent qui vient de quelque part, qui fait que vous faites déjà certains liens. Donc, on n'est pas dans la neutralité, puis je pense que mes collègues en sciences ne pensent pas non plus qu'on est dans la neutralité. Par contre, certains sujets peuvent être répondus de façon plus stricte avec des réponses scientifiques. Exemple, sur les vaccins. Les vaccins, est-ce que les vaccins causent l'autisme? On sait pertinemment que non. Il y a eu la soi-disant recherche qui disait le contraire, a été retirée de la revue dans laquelle elle a été présentée en précisant qu'elle était mensongère. Or, on continue à croire dans la population souvent ou d'évoquer cet argument, les vaccins causent peut-être de l'autisme. La réponse est claire, c'est non. Ce n'est pas vrai. Par contre, quand on pense au vaccin, par exemple, pour la COVID, il n'y a pas de réponse si évidente que ça de la science. Donc, ça ne nous aide pas non plus toujours. Moi, je travaille beaucoup avec des collègues en sciences, d'ailleurs, qui parlent plus des enjeux controversés, enjeux socio-techniques controversés. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est que justement, il y a beaucoup de choses dans les sciences auxquelles on va être confronté, qu'on va penser à tort que c'est une vérité absolue, alors que ce n'est pas le cas. Et donc là, il va falloir apprendre à questionner et réfléchir aussi avec les informations en sciences que nous recevons. Mais c'est large, la question des sciences. Donc, ça dépend selon les moments. Ah, Sivan, on aurait pu continuer pendant des heures et des heures. C'était passionnant, mais on doit malheureusement se quitter. J'espère avoir l'occasion d'échanger avec vous à nouveau. C'était passionnant, c'était intéressant, c'était très instructif pour moi et je remercie les gens qui ont participé aussi au webinaire. Donc, toutes les questions qui ont été posées, de même que tout ce qui a circulé dans le clavardage, vous sera envoyé à tout le monde, vous incluant également Sivan. Excellent. Alors, un gros merci et on se dit à la prochaine. C'était passionnant, très dynamique. Merci.